À vous la parole. Merci. Alors bonjour, je vais vous présenter le projet numéro 7 d'Open Classroom qui s'intitule Implémenter un modèle de scoring. Alors cette présentation va être séparée en 5 parties. Tout d'abord, nous allons faire une introduction pour avoir le contexte nécessaire pour bien appréhender la problématique posée. En deuxième partie, nous allons faire ce que nous appelons une démarche de modélisation, c'est-à-dire que nous allons faire du cleaning, du data, du feature engineering et tester quelques modèles de classification. En troisième partie, je vais expliquer le pipeline de déploiement à partir de GitHub et avec des tests unitaires. En quatrième partie, on va parler rapidement de l'analyse de data drift. Et en cinquième partie, il y aura une démonstration du dashboard déployé sur le cloud. Alors voilà le contexte. Nous avons une société financière qui s'appelle Prêt-à-Porter, qui a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de créer un score crédit pour ses clients. Lorsqu'un client veut avoir un prêt pour une banque, par exemple, il obtient un score et cela va permettre au banquier de lui dire si oui ou non ce demande de prêt peut être accordé ou non. Et l'objectif numéro 2, c'est d'utiliser un dashboard pour avoir plus de transparence, car les clients veulent avoir un peu plus de transparence sur le refus ou l'acceptation d'un crédit. Et ce dashboard va permettre au banquier d'expliquer au client pourquoi est-ce qu'il a été refusé ou pourquoi est-ce qu'il a été accepté. Nous avons deux targets. La target, quand elle vaut 0, cela veut dire que le client n'avait aucun problème de paiement lors du crédit qu'il est en train d'effectuer. Et lorsque ça la vaut 1, cela veut dire qu'il a des défauts de paiement, qu'il a des difficultés. Bon, du coup, nous avons 7 CSV, dont nous avons le principal qui est l'application Train Test CSV, qui est la table principale qui représente les demandes de prêt en ligne des clients qui nous intéressent. Et en fait, les autres CSV seront séparés en deux. Nous avons à gauche bureau et bureau balance CSV, qui sont toutes les transactions financières du client dans d'autres banques que Prêt-à-Porter. Et à droite, ce sont toutes les transactions financières du client dans Prêt à dépenser. Et du coup, à partir de tous ces CSV, nous avons exactement l'historique du client dans toutes les banques. Et cela va nous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour justifier nos choix. Du coup, nous avons 7 CSV, nous devons tout regrouper pour en avoir que un au final. Et voilà comment ça marche. Nous utilisons plusieurs méthodes pour pouvoir faire ça. Nous utilisons par exemple du one-hot encoding. Nous supprimons des valeurs aberrantes. Nous créons 11 nouvelles features. Nous faisons des agrégations de lignes avec plusieurs stratégies. Nous pouvons faire minimum, maximum, min, size, sum ou var. Ce que nous faisons après, c'est qu'on fusionne tous les CSV en un data frame qu'on appellera DF. Nous supprimons des valeurs infinies car certaines agrégations ont créé des valeurs infinies, donc elles devaient être supprimées. Et nous supprimons aussi des colonnes qui sont à valeur unique car ce sont des colonnes qui ne vont pas vraiment nous servir pour la classification, pour l'entraînement, etc. Et en faisant tout ça, on se retrouve avec un data frame DF qui possède 356 251 lignes, avec 307 507 lignes pour le train et 48 744 pour le test, et 773 colonnes. Dans ces 773 colonnes, nous avons un ID, un target et 771 features. Nous allons passer sur les classifieurs. Nous allons en tester 3. Nous allons tester tout d'abord le plus simple, qui est le dummy classifier, qui est un classifieur naïf, car il ne prend pas vraiment en compte les données d'entrée pour faire des prédictions. Du coup, il a 5 hyperparamètres que j'ai décidé de tous tester. Nous avons par exemple le most frequent, qui va prédire la target la plus fréquente. Nous avons le prior, qui va faire des prédictions en respectant la distribution de notre target. Nous avons uniforme, nous allons attribuer chaque classe 0 ou 1 avec une probabilité égale d'être prédite. Nous avons stratified qui va prédire un échantillon de manière probabiliste avec la probabilité des classes. Et nous avons constant qui est la classe à prédire qui est fournie par l'utilisateur. J'avais décidé de choisir 1 car le most frequent va donner 0. Nous pouvons utiliser des classifieurs un petit peu plus sophistiqués. Nous avons par exemple un classifieur linéaire. On peut prendre la régression logistique. Comme son nom l'indique, il utilise une fonction logistique ou fonction sigmoïde pour serrer les prédictions dans un intervalle compris entre 0 et 1. Et en gros, si cette probabilité est supérieure à un certain seuil, l'échantillon est classé dans la classe positive, sinon elle est classée dans la classe négative. Pour ces hyperparamètres, j'ai décidé d'en choisir 2. Tout d'abord, le plus important pour la régression logistique, c'est en termes de régularisation, que j'ai décidé de prendre L2, donc régularisation rich, et un hyperparamètre seuil,
car en général, on choisit un seuil de 0,5 pour pouvoir déterminer si oui ou non on accepte ou on n'accepte pas, mais ce seuil ne vaut pas forcément 5. Et c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de changer ce seuil et de voir s'il va permettre d'optimiser notre modèle ou non. Et le troisième et dernier modèle que nous allons choisir, c'est le LightGBM, qui est un classifieur non linéaire qui utilise des arbres de décision. Celui-ci se sert d'une approche sur les feuilles plutôt que sur la profondeur pour faire croître ces arbres. Et en fait, cette technique est plus rapide et consomme moins de mémoire comparé à d'autres modèles comme XGBoost par exemple. Donc du coup, c'est toujours un avantage, surtout quand on a des grosses données. Et pour ces hyperparamètres, j'ai décidé d'en prendre 4. Le premier, c'est le learning rate, qui est la contribution de chaque arbre. Le deuxième, c'est le num leaves, qui est le nombre maximum de feuilles. Le troisième, c'est le n estimateur, qui est le nombre d'arbres à entraîner. Et le quatrième, c'est le seuil. Comme pour le classifieur précédent, le seuil est très important. Il ne vaut pas forcément 0,5, donc c'est toujours intéressant de voir combien il peut valoir. Pour le protocole d'entraînement des modèles, nous faisons tout d'abord une standardisation des données avec le standard scalaire. Cela permet une convergence plus rapide et évite la dominance de certaines caractéristiques, car il va avoir certaines valeurs un peu trop élevées relatives à d'autres, et c'est toujours mieux de tous les mettre au même niveau. Nous faisons après une imputation des NaN avec la stratégie moyenne. Elle va s'appliquer pour le demi-classifier et le classifieur linéaire, la logistique régression, car ces deux classifieurs ne peuvent pas vraiment prédire s'il y a des NaN dans notre dataset. Donc, du coup, on est obligé de faire une imputation. Pour le LightGBM, il peut se permettre de le faire sans. Il peut se permettre d'avoir des NaN et de faire quand même une prédiction. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire d'imputation pour le LightGBM. Nous faisons aussi ce qu'on appelle un traitement de déséquilibre des classes. Pourquoi? Parce que la classe target est très déséquilibrée. Nous avons 92% de 0 et 8% de 1. Et du coup, cela va biaiser le modèle à vouloir plutôt donner des zéros. Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un traitement de déséquilibre de classe avec la méthode ClassWeight, qui va en gros donner une punition plus forte pour la target minoritaire. Donc, du coup, pour ceux qui ont 0, si le modèle se loupe pour la classe 0, il va être puni plus fort et la force de punition va être proportionnelle au rapport entre 92 et 8. Et enfin, nous allons faire une cross-validation avec la méthode stratifiée K-fold. J'ai décidé de prendre 5 folds. Cela permet d'avoir des folds avec une distribution similaire au dataset, ce qui est très important, surtout quand on a un déséquilibre fort des classes. Pour les métriques d'évaluation, nous allons prendre 3. Tout d'abord, le plus important, le score métier. Le score métier, en gros, c'est l'argent que la banque peut perdre si elle se loupe sur l'attribution ou pas de crédit pour certains clients. Donc, du coup, ça marche comme ça. Il va y avoir des faux négatifs et des faux positifs. Et il est établi que lorsqu'on a un faux négatif, ça coûte beaucoup plus cher que lorsqu'on fait un faux positif. Et c'est pour ça que le business score possède cette formule qui est la somme de 10 FN plus FP. Et c'est un score qui va être optimisé, qui va être à minimiser. Et on va l'optimiser avec la méthode de l'arbre de Parsons. Donc, du coup, on ne va pas utiliser des hyperparamètres au hasard pour pouvoir trouver notre optimisation. Cet algorithme va pouvoir trouver pour nous-mêmes les bons hyperparamètres, les bons jeux d'hyperparamètres pour l'optimisation. Nous pouvons utiliser d'autres métriques comme l'AUC, l'Area Under Curve, qui est l'AR sous la courbe ROC, Receiver Operating Characteristic. Et en gros, la courbe ROC, c'est une courbe où dans l'axe des X, nous avons le taux de faux positif et dans l'axe des Y, le taux de vrai positif. Et en fait, il faut que l'AUC, s'il est égal à 1, ça considère que le classifieur est parfait. Du coup, c'est toujours bien d'avoir un AUC le plus élevé possible. Et en troisième métrique, nous pouvons nous intéresser à l'accuracy, qui est le ratio du nombre total de prédictions correctes sur le nombre total de prédictions. Donc du coup, une fois qu'on a testé nos runs avec nos modèles, nous pouvons faire ce que nous appelons du tracking, c'est-à-dire savoir exactement comment les runs se sont effectués, quels hyperparamètres ont été ajoutés, quels résultats on a obtenus. Et c'est pour ça que nous allons utiliser le package MLflow. Et nous avons ici, dans ce screen, MLflow UI, qui va montrer exactement toutes les runs, donc tous les jeux d'hyperparamètres testés pour chaque modèle. Donc, du coup, nous avons à gauche le demi-classifier, la logistique régression, le LightGBM, et tout en haut, nous avons les best modèles qui représentent en fait le meilleur demi-classifier contre le meilleur logistique régression contre le meilleur LightGBM. Nous avons ici toutes les runs, par exemple ici pour la logistique régression, et nous avons à droite les modèles qui ont été
enregistrée pour chaque run. Cela veut dire que lorsqu'on trouve une run qui nous intéresse, qui obtient les meilleurs résultats, nous savons que nous avons un modèle que nous pouvons récupérer et pouvoir faire des modélisations avec. Donc, du coup, j'ai pris un exemple ici avec une run du logiciel régression. Nous avons par exemple son hyperparamètre C, qui est de 86,3 et un seuil de 0,56. Et nous avons ici ces valeurs, par exemple un AUC de 0,772, un accuracy de 0,76, un business score de 157 066. Et nous avons ici le temps que ça a pris pour pouvoir entraîner notre modèle, donc à 773 secondes, un peu plus de 10 minutes. Et nous avons à droite la courbe ROC qui est enregistrée sous forme PNG dans tous les dossiers de toutes les runs. Dans le MLflow, nous pouvons aussi voir le tracking des runs. Donc, du coup, j'ai pris un exemple assez typique pour la logistique régression. Nous avons dans l'axe des abscisses le seuil et dans l'axe des ordonnées le business score. Et on voit que nous avons une courbe en cloche et que nous pouvons voir assez facilement le minimum. Et c'est là que nous voyons que l'algorithme de Parsons, l'arbre de Parsons, permet à commencer à focus sur cet endroit. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de points ici. C'est-à-dire que l'algorithme a compris que c'était ici qu'il fallait s'intéresser pour pouvoir avoir notre optimisation. Enfin, avec MLflow, ce qu'on peut faire, c'est faire du versionning. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve un modèle qui nous intéresse, on le met dans le best modèle et on lui donne une version. Et si on commence, par exemple, une semaine plus tard ou un mois plus tard, on trouve un modèle plus sophistiqué, plus intéressant, on le rajoute aussi, et du coup, cela devient la version 2. Donc, du coup, ici, nous avons 3 versions. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai fait des tests sur le dummy classifier. J'avais obtenu les meilleurs résultats pour ce dummy classifier. J'ai considéré à l'instant T que c'était le meilleur modèle, et du coup, on avait la version 1. Pour la version 2, j'avais testé la logistique régression. J'ai vu qu'il avait des meilleurs résultats que le dummy classifier, et c'est pour ça qu'on est passé à la version 2. Et pour la version 3, c'était le LightGBM qui obtenait les meilleurs résultats au final. Et au final, c'est la version 3 qui est le modèle actuel que nous utiliserons pour nos prédictions. Donc, du coup, ici, nous avons les résultats pour le LightGBM, logistique régression et le dummy classifier. Et donc, nous pouvons voir ici que le LightGBM possède la meilleure AUC à 0,79 à peu près et un business score de 149 513 avec les hyperparamètres suivants. Nous pouvons voir ici que l'accuracy, c'est le dummy classifier qui gagne. Donc, du coup, c'est pour ça que l'accuracy est une métrique où il faut faire attention. Il peut être très trompeur. Pourquoi? Parce que le dummy classifier va donner le most frequent. Ça veut dire qu'il va donner 0 à tous ces échantillons. Et comme nous avons 8% de 1, il va du coup se louper qu'à 8% des cas. Donc, du coup, on se dit que l'accuracy vaut 0,91, c'est pas mal, mais en fait, c'est trompeur. C'est pour ça qu'on a d'autres métriques plus sophistiquées dans les classifications comme l'AUC ou le business score pour mieux nous aider à faire nos choix. Et du coup, pour le LightGBM, les hyperparamètres sont les suivants. Le nombre de feuilles est de 55, le learning rate est de 0,017 et le seuil de 0,48. Nous vérifions, une fois qu'on a trouvé notre meilleur modèle, si nous avons du data leakage. Cela veut dire que nous avons des features qui sont beaucoup trop liées à la target et du coup qui va fausser un peu les résultats. Cela peut se voir lorsqu'on regarde l'importance des caractéristiques. Si nous avons une caractéristique qui est bien trop élevée par rapport aux autres, on considère qu'il y a du data leakage et il vaut mieux supprimer cette feature. Donc du coup ici nous voyons qu'il n'y a aucune feature qui est vraiment plus élevés que les autres, ils sont tous à peu près au même niveau. Évidemment, ça descend, mais ça descend de manière progressive. Il n'y en a pas un qui vaut 10, etc. Donc, du coup, on peut considérer qu'il n'y a pas de data leakage et que toutes nos features sont valides. Maintenant que nous avons notre modèle, nous allons le déployer sur le cloud. Alors, pour ce faire, nous allons tout d'abord le mettre sur le GitHub, par exemple. C'est ce que j'ai décidé de faire, et c'est pour ça que je montre ici le screen de mon repository GitHub, projet 7 Open Classroom, qui possède toutes les données importantes pour une modélisation. Donc, nous avons ici le script Python qui va exécuter l'API et le dashboard. Nous avons ici le dossier qui contient tous les scripts, toutes les données importantes pour pouvoir faire les modélisations. Nous avons la note méthodologique, la présentation. Nous avons le requirement text qui sont les listes de packages à installer lorsqu'on va faire le déploiement sur cloud. Et à droite, nous avons les commits, c'est-à-dire toutes
toutes les modifications que j'ai effectuées sur le code au fil des jours pour pouvoir justement améliorer mon repository et qu'à la fin, il soit totalement opérationnel. Maintenant, nous allons parler des tests unitaires. Un test unitaire, c'est quoi? C'est un test qui va permettre de vérifier si une fonction dans notre script fonctionne correctement. Pourquoi on fait ça? C'est parce que lorsqu'on a un script, il n'est pas gravé sur la rush. Une fois qu'on a terminé, il peut arriver qu'on fasse quelques petites modifications. Et malheureusement, ces modifications peuvent faire perdre certaines caractéristiques de cette fonction, où il avait besoin de faire par exemple une telle action et du coup il ne va pas pouvoir la faire parce qu'on a modifié un petit peu le code. Et en fait, ces tests unitaires vont pouvoir nous dire si elles sont valides ou pas, si notre modification de notre fonction ne casse pas un petit peu le code. Et du coup, c'est pour ça que les tests unitaires sont là pour ça. J'ai décidé de faire 3 tests unitaires pour l'API et 4 tests unitaires pour le dashboard Streamlit. Pour l'API, j'ai décidé de faire un test de chargement de modèle de prédiction, c'est-à-dire voir si le modèle est bien chargé. J'ai décidé de voir aussi si le fichier CSV est bien chargé sur les données d'entraînement. Et j'ai aussi décidé de tester la fonction de prédiction de l'API pour voir s'il prédit bien les bonnes valeurs. Et pour le dashboard Streamlit, j'ai décidé de faire 4 tests sur 4 fonctions. Tout d'abord, la fonction ComputeColor, qui est une fonction qui va attribuer vert si le seuil est inférieur à 48%. Oui, car comme expliqué ici, nous avons un seuil avec 48%. Donc voilà, comme expliqué précédemment, il ne vaut pas forcément 50%. Et là, on peut le prouver que le seuil le plus intéressant ici, ce serait 48%. Donc du coup, nous pouvons aussi tester la fonction formatValue, qui est une fonction qui rend les nombres un petit peu plus jolis, car Python donne des nombres un petit peu détaillés, ce n'est pas forcément important lorsqu'on fait du dashboard. On peut aussi regarder la test de la fonction closetDescription, qui est une fonction qui va attribuer la définition d'une feature lorsqu'on la choisit. Et dernièrement, on va tester la fonction getState, car le package Streamlit a tendance à rafraîchir son écran lorsqu'on fait quelques modifications. Et du coup, getState enregistre ce qu'on a actuellement dans un format cache. Et du coup, on va pouvoir le récupérer si on fait quelques modifications. Du coup, ça marche comme ça. Si on veut faire, par exemple, voilà, il a été mis sur GitHub. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le mettre sur le cloud. Ce qu'on fait, c'est qu'on le déploie. Donc, on fait un build et deploy. Et du coup, on met nos tests unitaires ici. Si les tests ne sont pas satisfaisants, du coup, le build va s'arrêter. Et du coup, il ne va pas être mis sur le cloud. Et c'est à nous, après, de corriger nos fonctions pour que les tests puissent être intéressants après. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai mis un exemple d'un build et deploy qui s'est bien fonctionné. Ici, par exemple, pour le test unitaire API, nous avons en bas 3 passes. Donc, du coup, tout va bien. Et pour le test unitaire dashboard, 4 passes. Donc, du coup, comme les tests unitaires ont été valides, le build et deploy a pu s'effectuer. Nous allons désormais maintenant passer à l'analyse de data drift. Alors, le data drift, c'est quoi? C'est lorsqu'on nous avons des nouvelles données, des nouveaux échantillons, des nouveaux clients, etc. Le souci étant que les clients peuvent changer au fil des temps et du coup, la distribution va être différente. Et comme la distribution est différente, les modèles qu'on a créés à partir de notre train ne vont plus être si efficaces pour ces nouvelles données. Et du coup, le data drift va permettre de nous savoir si oui ou non on va être obligé de recréer des modèles pour ces nouveaux clients. Cela marche comme ceci, on utilise un package qui s'appelle Evidently, qui va tout simplement regarder le nombre de colonnes qui possèdent du data drift. Et si ce nombre de colonnes est supérieur à 50% des colonnes totales, des features totales, on considère qu'il y a un data drift entre le test et le train. Du coup, pour pouvoir vérifier si on a du data drift, nous avons 2 types de features, les colonnes numériques. On utilise le test statistique de Kolmogorov-Smirnov et les colonnes catégorielles où nous utilisons l'indicateur PSI, Population Stability Index. Le seuil a été choisi à 0,2 et nous voyons que nous avons 58% des features qui possèdent du data drift. Donc, nous pouvons conclure qu'il y a bien du data drift entre le train et le test et que si nous incluons le test dans notre dataset complet, nous serons obligés de recréer un nouveau modèle pour pouvoir justement s'adapter à ces nouveaux clients. J'ai mis ici un exemple de data drift pour la feature Dayber, donc l'âge de la personne en nombre de jours. Nous pouvons voir ici quelques petites différences entre le rouge qui sont les clients actuels et le gris qui sont les clients futurs. Du coup, les petites différences font que
KS p-value vaut 0,01, donc inférieur à 0,2. Du coup, il y a du data drift pour cette feature. Maintenant, nous allons passer à la démonstration dans le cloud. Donc, du coup, nous allons utiliser ce lien, prédiction proba azurewebsite.net. Nous allons cliquer dessus. Et nous obtenons ce dashboard. Une fois que le dashboard est ici, nous voyons entrer le SKID cure. Donc, du coup, nous demande de mettre l'ID du client. Donc, je vais en mettre un au hasard, par exemple 136 718. Nous cliquons sur Run. Attendons un petit peu le temps que le modèle fasse ses calculs et ses prédictions. Et du coup, nous voyons aussi que le prêt a été accordé. Pourquoi? Parce qu'il possède la probabilité qu'il ne puisse pas rembourser son crédit de 30,59%. Et comme je l'avais dit précédemment, la tolérance max, c'était 48. Donc, du coup, nous pouvons voir ici, le prêt sera accordé. Et du coup, nous avons en dessous les features qui ont le plus impacté justement ce pourcentage. À gauche, nous avons les features qui ont augmenté le risque de non-remboursement et à droite, nous avons les features, les top 10 des features qui ont diminué ce remboursement. Donc du coup, nous pouvons faire quelques analyses un petit peu simplistes parce que je ne suis pas banquier, mais voilà, il y a quelques intuitions qui sont bonnes. Par exemple, le day birth, on voit 21 000, donc à peu près 54 ans. Il est estimé qu'une personne, entre guillemets, vieille, un salaire un peu plus élevé qu'une personne plus jeune, donc c'est pour ça que ça peut aider pour l'attribution d'un crédit. On peut voir par exemple code gender F, donc du coup c'est une femme, et apparemment les femmes remboursent mieux les crédits que les hommes, c'est pour ça que c'est toujours un avantage. Et du coup à gauche nous avons le fait que ça puisse augmenter le risque, par exemple desemployed, donc du coup le nombre de jours où il travaille à peu près 894 jours, donc un peu moins de 3 ans, et du coup on peut voir que c'est peut-être pas assez. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est... Excusez-moi. Je crois que j'ai un petit problème avec le site. Ah, je suis vraiment désolé, mais je crois que le site ne marche plus là. Bon, c'est pas grave. Connexion timeout. En fait, je crois que j'ai qu'une heure pour le... Vu que j'ai pris la version gratuite, je crois que j'ai qu'une heure. Ok, bon. Attendez, je peux retester vite fait si ça marche. Ok, excusez-moi. Du coup, ça marche là. Ok. Donc du coup, on peut voir ici pour par exemple la feature desemployed 894, on se dit ok, c'est une valeur, pourquoi est-ce qu'elle a fait augmenter ce risque? On peut le voir ici du coup, on choisit la feature desemployed et on voit pour le rouge du coup le client qui nous intéresse, qui fait partie des clients qui travaillent le moins, parce qu'il y a des clients qui travaillent beaucoup plus longtemps, sur plus de 1000 jours, etc. Et du coup, ça justifie le fait que c'est une feature qui l'a un petit peu pénalisé. On peut du coup regarder plusieurs features. Du coup, par exemple, comme gender, voilà, on voit que c'est une femme. Du coup, ça vaut 1. Et ce qui est intéressant avec ce dashboard, c'est qu'il possède tout d'abord la définition de chaque feature. Imaginons, voilà, le banquier ne connaît pas parfaitement les 771 features. Il veut savoir quoi correspond quoi. Du coup, il y a la définition juste en dessous s'il veut savoir à quoi correspond cette feature. Et la dernière caractéristique de ce dashboard, c'est qu'il possède des échelles logarithmiques lorsque nous avons des distributions qui sont trop écrasées, c'est-à-dire qu'il va avoir une barre qui est trop haute par rapport aux autres. Du coup, c'est un petit peu compliqué à regarder. Et du coup, on met en échelle logarithmique et ça permet d'avoir une visualisation un petit peu plus intéressante. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ok, super. Merci beaucoup, Badis, pour la présentation. Ok, donc en termes de présentation, vous avez bien expliqué à chaque fois, en fait, chaque concept. Voilà, vous avez parlé de problème de unbalanced dataset, un jeu de données qui est déséquilibré. Du coup, le fait qu'on a à peu près ce qu'on appelle un accuracy paradox.
Et du coup, ce n'est pas une métrique sur laquelle on doit se baser. C'est pour ça que vous avez proposé une métrique spécifique, métier, une fonction coût. Et à partir de ça, vous avez utilisé cette métrique-là pour optimiser le niveau de classification de scoring. Vous avez aussi parlé de data drift, vous avez parlé de l'API, de l'application, en fait, du dashboard, de la synchro avec GitHub. Ok, donc tout ça, c'est bien expliqué, bien détaillé. J'aurais quelques questions Oui, bien sûr. à vous poser. Je vais commencer sur le choix des fichiers. En fait, vous parlez à un moment d'un fichier d'application test. Oui, oui. Ok. Ouais, peut-être au tout début. Ouais. Oui. Ok. Ce fichier-là, est-ce que c'est un fichier labellisé, étiqueté? Est-ce qu'on a des étiquettes sur ce fichier de test? Non, justement, non, il ne possède pas de target. Ok. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de le garder si on n'a pas la target? En fait, je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé uniquement pour le data drift. Par exemple, pour les prédictions, le dashboard, j'ai utilisé que les valeurs de train. Donc, du coup, je pouvais vérifier si c'était en accord avec ces vrais targets. Mais en fait, le test, il servait surtout pour Kaggle, car c'était logique. voilà, c'était un concours et du coup, il ne devait pas savoir la target pour pouvoir justement avoir le score. En fait, voilà. Il faut la prédire, la renvoyer. En fait, on n'a pas de visibilité et c'est eux qui vont renvoyer le score. Et du coup, ici, dans notre projet, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, slide 14. Ok. Voilà, vous avez testé le DOMI classifier. Ok. Logistique agrégation et l'inline GBM. On voit en fait le DOMI, en fait, il reflète la distribution des classes. En fait, on a 92% de personnes qui n'ont pas de problème. Ok, c'est pour ça que il est hyper naïf et du coup, c'est pas un classifieur même en termes de comparaison. C'est juste pour rappeler que on avait un jeu de données déséquilibré, en gros. Exactement. Moi, ce qui m'étonne, c'est le score métier, en fait, le business score. Normalement, si vous l'optimisez, il va en désaccord avec l'accuracy. En fait, ce que je ne comprends pas, comment c'est le DOMI classifier, il possède le meilleur score business. C'est-à-dire que vous n'avez pas pénalisé le... Non, en fait, le business score doit être le plus bas possible. C'est l'argent perdu. Donc, du coup, il perd énormément d'argent. Ah, ok. Donc, faut que ce donc c'est une soit. fonction coût, c'est pas une fonction optimisée. En fait, c'est une fonction C'est une fonction à minimiser, c'est ça. Ok, donc important à rappeler. Du coup, voilà, là, c'est logique. Logique d'avoir... sinon, ça n'y a pas beaucoup de sens. Ok. Donc, vous avez optimisé le threshold, en fait, le seuil de décision qui est par défaut à 0,5. Du coup, vous l'avez optimisé sur la business score. Ouais, exactement. Ouais. Ok, ça marche. Ça, c'est bon. Ok, vous parlez de data leakage parce qu'il y a une corrélation qui n'est pas très forte. C'est quoi la définition de data leakage, Badis, pour vous? C'est quand la target est beaucoup trop liée à la caractéristique. Du coup, la caractéristique possède peut-être à l'intérieur de lui une partie de la target. Ok, mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a une corrélation. Je donne un exemple, en fait. Je prends l'exemple d'une assurance. Une assurance, on sait qu'elle augmente avec le risque. Et du coup, en fait, si vous êtes à la retraite, vous aurez plus de chances de se faire refuser un crédit. Voilà. Donc, si on fait de la corrélation, on va trouver qu'il y a une corrélation forte entre l'âge et le coût, par exemple, de l'assurance. Ce n'est pas pour autant que s'il y a data leakage. Oui, totalement. Enfin, la corrélation, elle peut être forte, mais il ne faut pas qu'elle soit beaucoup trop forte parce que... Mais c'est quoi le seuil, du coup? C'est quoi le seuil? Trop forte, En fait, dans le projet 5, j'avais eu 3 features en fait, qui surclassaient tout le monde. Par exemple, les 3, ils représentaient 99,9% et les 100 autres... Oui, parce qu'en fait, sur le projet 4, c'était le projet 4. Et sur le projet 4, en fait, c'est logique puisque, en fait, on cherchait à estimer une consommation d'énergie, en fait, en fonction de la consommation réelle répartie entre les différentes énergies. Donc, c'est normal que la somme de la consommation totale d'énergie soit
égale à la somme de l'électricité plus le gaz. Du coup, c'est logique de supprimer. C'est pas parce qu'en fait, elles sont trop corrélées. Voilà, c'est exactement ça. C'était juste pour vérifier, car comme j'avais vu qu'il y avait du data leakage pour le projet 4, Ok, voilà. peut-être Donc, qu'il y en a... voilà. Donc, non, c'est juste ça sur la définition de data leakage. Ouais. C'est pas parce que j'ai au contraire, c'est ce qu'on cherche. En fait, on cherche des variables très corrélées. Mais il faut que Il faut cette pas qu'elle variable soit trop... cette variable soit disponible sur les jeux de test. Ah, elles sont disponibles pour tout. Voilà, donc il n'y a pas de data leakage. Ok. Sur le... c'était quoi l'autre question? Ouais, sur l'API. Est-ce que, en fait, vous n'avez pas parlé du tout, je pense, de l'API? C'est-à-dire le score, comment vous calculez le score qui va être renvoyé sur le Streamlit? En fait, ça se fait en 2 étapes. Tout d'abord, j'utilise le modèle de standard scaler, car comme je l'ai utilisé pour l'entraînement, on doit le garder pour pouvoir les mettre dans nos données. Du coup, je standardise nos données. Puis après, je charge le modèle qui a été trouvé, le scikit-learn, et du coup, je l'utilise pour faire la prédiction sur les features, les 771 features, et il va me donner à la toute fin un pourcentage. Et à partir de ça... ça, c'est l'API qui le fait ou c'est le Streamlit? C'est l'API, c'est l'API. Ok. Donc, le Streamlit, il appelle l'API. Ouais, c'est ça. Il appelle l'API avec le port 8000 et il récupère justement le pourcentage et peut l'afficher dans son dashboard après. Ça marche, ok. Maintenant, des dernières questions sur le dashboard. Oui. Ok, donc sur la première, en fait, ok, ça c'est bon. En fait, je parle du dashboard métier. Ok, donc c'est bien d'afficher que voilà, si le score est affiché ou pas, mais en fait, pour un gestionnaire de clients, en fait, les termes techniques, que le seuil soit 48, en fait, pour lui, ça ne lui parle pas trop. Idéalement, ce serait de masquer cette complexité-là, de mettre par exemple une jauge qui va me dire le client, il est vert, il est jaune, ou il est dans une zone d'indécision. C'est-à-dire que, en fait, il est un peu limite. Ouais, ça lui parle beaucoup plus que de dire, en fait, j'ai un seuil que j'ai optimisé avec un algo, alors que lui, je ne connais pas du tout l'algo, qui est à 48. Moi, je suis à 47,5. C'est quoi? C'est bien, c'est mauvais, c'est la cata, il ne sait pas trop. Du coup, voilà, en termes de visualisation, en fait, il y a des items qu'on peut facilement appeler sur Streamlit. Voilà, une jauge, par exemple, ici, c'est beaucoup plus pertinent que de rappeler le seuil de décision qu'on avait identifié. Pareil, quand vous comparez les features, en fait, il vaut mieux que ce soit sur la bivariée, c'est-à-dire que je compare les deux distributions des personnes qui remboursent et des personnes qui ne remboursent pas. Et je positionne le client par rapport à ces deux distributions, mais ce n'est pas la distribution globale, parce qu'on peut avoir des distributions complètement différentes selon les deux populations. Ok. Ouais, vous voyez, je dresse la distribution des personnes dans la target 0, les autres dans la target 1, et je positionne, comme vous l'avez fait ici, le client pour savoir où est-ce qu'il tombe sur cette distribution-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, pardon. Donc, j'ai pas d'autres questions. Vous pouvez arrêter le partage. Moi, j'arrête l'enregistrement. Ça marche. Et on passe au débrief.